Non, j'aime pas le terme transhumanisme parce que c'est devenu une sorte de doctrine philosophique. Et le transhumanisme, ça existe. Luc Ferry l'a bien décrit au sens d'aller au-delà du biologique de l'homme. L'homme augmenté sera un transhumain. L'homme biologique sera un transhumain, mais c'est la philosophie du transhumanisme que je n'aime pas. La philosophie transhumaniste est une forme d'idéologie qui essaye de dépasser l'homme idéologiquement, comme Nietzsche l'a fait pour le surhomme. C'est ça que je critique. Et quelle est votre alternative de terme ou de philosophie? Hyperhumanisme. Je l'ai créé. Quelle est la différence? Vous avez lisé tous mes écrits dessus. Non, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. La différence entre le transhumanisme, c'est une idéologie transhumaine, alors que l'hyperhumanisme, c'est d'être encore plus humain. Vous pensez que c'est possible? On essaye, avec toutes les valeurs de ce qu'on dit être l'humanisme. Il y a des valeurs attachées à l'humanisme. Le transhumanisme, c'est critiquer ces valeurs. L'hyperhumanisme, c'est aller au-delà de ces valeurs, encore plus loin, les porter plus loin. Joël de René, bonjour. Bonjour. On est dans une librairie du Globe, 67 boulevard Beaumarchais, la librairie russe de Paris. Et vous êtes là parce que quand je me suis intéressée à vos travaux, j'ai lu votre biographie, j'ai découvert que vos enfants portaient les prénoms russes. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose chez ce monsieur. Soit il était communiste dans sa jeunesse, aujourd'hui il n'y en a plus, heureusement, soit alors il a des origines. Et j'ai découvert que vous avez effectivement des origines russes et d'autres, parce que de René n'indique rien, à part la particule, que j'aime aussi. Et j'ai découvert que votre papa est mauricien et la maman est russe. Alors je voudrais des précisions pour expliquer pourquoi vous êtes là déjà dans la librairie russe. Mon papa est né à l'île Maurice, nationalité française, mais aussi passeport britannique, puisque l'île Maurice était liée à la United Kingdom à une époque. Moi, je suis né aussi à l'île Maurice, donc j'ai un passeport mauricien, un passeport français. Mon père et ma mère se sont connus à Biarritz en 1937, dans un grand bal. Ils sont sortis ensemble, ils se sont mariés, et ils ont eu 2 enfants, Zina, ma sœur, 2 ans de plus que moi, et moi, Joël. Alors, votre maman, qui était-elle? Ma mère, Natacha, elle s'appelait... Le nom de sa mère s'appelle... Elle était apparentée au Romanov. Elle s'appelait Kolchin. Son père était un héros de l'aviation russe, des débuts de l'aviation russe. Il est mort malheureusement en 1925 du typhus. C'était un héros de l'aviation des biplans russes. Et elle s'appelle Natacha Kolchin. Kolchin, elle est née à Saint-Pétersbourg à l'époque. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez de russe, vous? D'abord, pour ma mère, elle s'est réfugiée. Elle s'est enfuie avec ma tante Zina, qui habitait rue de la Faisanderie, comme beaucoup de Russes à l'époque. Elle s'est réfugiée en France avec ma tante. Elle s'est échappée. Petite, elle avait 8-9 ans. Et donc, elle m'a raconté tout ça. C'était une épopée de son enfance. Et ça a construit un peu la mienne. Votre père est donc mauricien? Mauricien, français. Et votre nom de famille, de René? Bourgogne. C'est un nom venant de la Bourgogne. C'est un nom traditionnel de ce coin-là. Et aussi de l'ouest de la France. Il y a un village qui s'appelle René, qui est un port de sous-marin dans l'ouest de la France. Votre père était un artiste? Oui, il a toujours été artiste. D'abord, mon grand-père voulait qu'il se consacre. On avait une propriété sucrière à l'île Maurice. Nous fabriquions du sucre de génération en génération grâce à la canne à sucre. Et mon grand-père voulait que son fils travaille dans l'usine sucrière. Mais mon père allait surveiller les coupeurs de canne à sucre. Mais en fait, il faisait des tableaux. Il rêvait qu'à faire des tableaux et passait son temps à faire des paysages. Et donc, sa vocation de peintre est née comme ça. Et ensuite, en 1939, il est venu en France. Il a exposé tout de suite avec les peintres connus de l'époque. Il s'est fait connaître à ce moment-là. Est-ce que votre fibre scientifique est née dans cette fabrique du sucre dont vous parlez que
dès le premier âge, vous avez appris le recyclage et une espèce de utilité de recyclage. Oui, une usine sucrière, c'est très écologique. L'usine sucrière, on coupe des cannes à sucre qui sont des produits naturels, qui vivent naturellement. On les broie dans des moulins, on extrait le jus, on le concentre, on fabrique le sucre. Tout ce qui n'est pas utilisé pour fabriquer le sucre s'appelle la bagasse. C'est une sorte de paille qui sert à fabriquer la vapeur pour faire tourner l'usine. Et les surplus sont rejetés dans les champs pour faire des engrais. Donc c'est un système fermé, c'est un cercle vertueux. On fabrique du sucre et les engrais sont les déchets du sucre. Je ne sais pas comment attaquer la conversation avec vous, parce que en France, j'ai l'impression qu'on fait vos interviews toujours un peu à part. Il y en a un qui parle de vous comme d'un surfeur. Il faut dire que vous êtes un très beau monsieur. Et jeune, vous étiez vraiment irrésistible. Et encore aujourd'hui, vous avez une stature d'un surfeur. Et on parle que de ça dans certains interviews. Et vous écrivez aussi beaucoup de choses sur le surf comme presque une explication de la vie mécanique, physique, philosophique. J'ai appris aussi sur le surf grâce à vos livres. Je ne savais pas que c'était une religion au départ. À Hawaï, c'est ça. Et aussi, on fait des interviews avec vous purement scientifiques parce que vous êtes scientifique. Et je ne sais pas si c'est votre gagne-pain, pardonnez-moi si ce n'est pas un beau mot, vous faites des conférences de futurologues, de prospérologues qui apprennent aux sociétés comment survivre économiquement dans un monde qui change. Et du coup, je ne sais pas par quoi commencer. Du coup, on va faire un peu au pif. Le surf, donc. Le surf, c'est un mode de vie, c'est une culture, c'est aussi un style de vie, d'où le terme « surfer la vie », que je considère la vie comme une vague qui nous emmène et sur laquelle il faut survivre le plus longtemps possible. Donc surfer la vie, c'est surfer une vague qui nous emmène vers la fin, mais en même temps, on peut en tirer du plaisir, on peut en tirer un esprit compétitif. Surfer la vie, le surf est beaucoup plus qu'un sport, c'est une culture de la vie, une culture de l'instantané, de l'éphémère, de l'aléatoire et du danger. C'est la vie. Mais qu'est-ce qui était chez vous, dans votre vie, en premier lieu, vous scientifique ou vous surfeur? Scientifique et skieur. Parce que pendant toutes mes études scientifiques, étant au début de ma carrière scientifique, je faisais des compétitions de ski. Donc c'est le ski qui m'a amené au surf. Ah. C'est la glisse, comme on dit. C'est le ski qui m'a amené au surf, l'art de glisser sur l'eau, de glisser sur la neige, glisser sur les vagues. Ça m'a amené très tôt au surf. Dès 1956, j'ai commencé à faire du surf. J'avais même pas 20 ans, j'avais 19 ans. Et donc je m'y suis mis avec beaucoup de passion. Et dans la ville de Biarritz, où il y a des vagues extraordinaires, parmi les meilleures vagues d'Europe et du monde. Donc je m'y suis mis très tôt. J'ai gagné des championnats. Et quand j'ai dit à mon professeur de chimie, Marc Julia, qui était un célèbre chimiste, qui était mon prof, qui dirigeait ma thèse à l'Institut Pasteur, « Professeur, est-ce que vous me laissez partir 3 mois pour aller faire des championnats du monde de surf en Australie ?» Il m'a regardé comme si j'étais fou. Il m'a dit « Si ça peut vous donner des idées pour votre thèse, allez-y. » Effectivement, j'ai passé 3 mois à faire des championnats. Lucky you, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas possible. Quand on est dans un bon lycée parisien, le sport, enfin, je dis pas qu'il est interdit, mais voilà, il est impossible. Il m'a dit, ça vous donnera des idées. Il avait raison, ça m'a donné des idées. J'avais pas une mauvaise place, je suis arrivé 3e. Le championnat du monde, c'était en 64. Et donc, il est possible en France de mener une carrière sérieuse d'un scientifique et d'être un sportif de très très haut niveau. Oui, bien sûr. Il faut le vouloir, il faut l'imposer. C'est pas comme aux États-Unis et dans d'autres pays comme la Suède. Mais moi, j'ai imposé mon caractère de sportif scientifique. Et il y en a d'autres comme vous en France? Pas beaucoup. C'est dur, hein? J'en ai pas connu beaucoup. Parce qu'en plus d'être grand sportif de grand niveau, vous étiez aussi séducteur.
il paraît que vous avez appris le surf à Catherine Deneuve. Oui. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Comment vous avez fait la chimie? Je m'organise. Pour moi, l'art de la vie, c'est d'organiser son temps. Donc j'ai réussi à organiser mon temps entre les études scientifiques, les travaux scientifiques et le sport. Il faut s'organiser. C'est une question de partage et de priorité. Vous expliquez, je ne sais plus où, que le surf, c'est le chiffre de Fibonacci. Enfin, la courbe que vous devez suivre à l'intérieur de la vague, en fait, c'est comme la coquille. Oui, c'est le fameux nombre de... Comment elle s'appelle? Fibonacci. Hein? Fibonacci. Fibonacci. Oui. C'est la vague, le creux de la vague a la forme du cycle de Fibonacci. Donc j'ai beaucoup étudié ça. J'ai regardé sur Internet plein de photos de surf. Et le cycle de Fibonacci, c'est la vague, exactement. C'est étonnant, la nature. Ça aide à dompter la vague quand on est scientifique? Non, le cycle de Fibonacci ne m'a pas aidé, mais ça me permet de découvrir plein de photos et de faire la relation entre les mathématiques et la nature. Pourquoi est-ce que la vague épouse, le tube épouse exactement la formule de Fibonacci? C'est un élément c'est pas un hasard. C'est une contrainte de la nature d'utiliser des formules qui correspondent à l'occasionnel de la force du vent, la force de la vague, la force des molécules de l'eau. Et c'est une organisation que Fibonacci avait bien prévue pour des tas de choses. Les nuages, les galaxies, les cellules ou les vagues. Donc le sport, grâce à vous, enfin le sport de surf, j'ai découvert que c'était une religion avant, qu'aujourd'hui c'est je ne sais pas si c'est un style de vie, mais ça peut être un manuel de bien-être. Oui, je le crois. Et de l'équilibre qui, pour vous, l'équilibre qu'on cherche tous, au fait, il est pour vous, grâce au surf, une espèce de déséquilibre. Parce que un déséquilibre contrôlé. Oui. Le surf, c'est du déséquilibre contrôlé. Quand on est sur la vague, elle bouge, on est sur une planche qui bouge. C'est instable. Mais c'est la dynamique de la vague et la force de mouvement de la planche qui permet la stabilité. Paradoxalement, c'est parce qu'elle bouge qu'elle se stabilise avec sa dérive. Et parce qu'on est dans le côté, on est dans le creux de la vague le plus raide, et donc la planche, elle est complètement tangente à la totalité de la vague, donc elle est stable. C'est cette stabilité qui est créée par le mouvement. Et moi, je suis convaincu que dans la vie aussi, surfer la vie, c'est de trouver la stabilité dans le mouvement. C'est de trouver la stabilité dans le déséquilibre contrôlé. Sa vie, c'est un déséquilibre contrôlé. On sait qu'on doit mourir de toute façon, mais on essaie de s'organiser pour faire le plus de choses possible dans un temps que l'on maîtrise. C'est donc du déséquilibre contrôlé. Pour moi, cette notion de déséquilibre contrôlé, propre au surf, m'a aidé dans toute ma vie. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toute la philosophie de bien-être, tous ces livres qui vous appellent à une espèce de... Est-ce que c'est contradictoire avec le yoga où il ne faut pas bouger? Non, pas du tout. Je pense que l'art de la vie, c'est de trouver ces déséquilibres et de les contrôler. Et c'est dans le mouvement, dans la dynamique du mouvement, qu'on se crée spirituellement, mentalement et physiquement. Et c'est pas contraire au yoga. Le yoga, grâce à la méditation qu'il apporte en même temps, c'est une forme d'équilibre dynamique, comme la marche. Pour moi, la marche, c'est une méditation dynamique. Je marche beaucoup et je trouve qu'en marchant, on réfléchit, on médite. Et la marche est une méditation dynamique, pour moi. Il paraît que vous faites la méditation plusieurs fois par jour. Oui, c'est vrai. Comment vous faites? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis dans un parking, je veux parquer ma voiture, aller à un rendez-vous qui est juste après. Plutôt que d'aller tout de suite au rendez-vous, j'attends 2 ou 3 minutes et je respire doucement, je médite. Quand j'attends dans une gare, dans un aéroport, quand j'attends un médecin ou chez le dentiste, quand j'attends quelque part, on me fait attendre un quart d'heure ou 20 minutes, je fais de la méditation. J'en profite pour méditer. Mais c'est-à-dire ne penser à rien? Non, au contraire, la méditation, c'est pas de penser à rien. La méditation, c'est de penser profondément. Pas à quelque chose de précis. Mais là, c'est ce que dit Mathieu Ricard.
Il m'a beaucoup appris là-dessus, Mathieu Ricard, je les connais bien. Et il m'a appris que la méditation, c'est pas de penser à rien, c'est d'aller dans la profondeur de la pensée. Ça ne veut pas dire penser à rien, ça veut dire penser profondément. Et j'essaye de penser à des choses positives, à des gens qui font du bien. J'ai remarqué que vous êtes très positif. Oui, quand vous faites des conférences avec, ou des interviews avec d'autres scientifiques, on sent que les autres sont très frustrés par le thématique que vous développez. Et votre thématique, on vient petit à petit à votre facette scientifique. Comment vous définissez? Parce que quand on va chercher vos livres, dans une librairie grande comme la FNAC par exemple, je demande est-ce que Derené est philosophe? Est-ce que c'est un physicien, chimiste? Et on me dit sociologie. Vous êtes scientifique de quel domaine? Biologie. Biologie. Je suis chimiste de base. La chimie m'a amené à la biologie. Mais c'est drôle qu'on vous classe chez les sociologues. Oui, c'est curieux. C'est drôle, hein? Peut-être parce que grâce à votre... Le macroscope a été tellement vendu oui. et proposé par les professeurs comme livre de classe, livre universitaire, donc je suis classé comme sociologue. Mais en fait, je suis biologiste, chimiste. Mais je pense que le problème, et je vais essayer de poser une question, mais tâchez de comprendre qu'il y a beaucoup de questions dans ma question. Oui. En fait, vous êtes difficilement classable parce que vous avez une vision qui est contraire au temps contemporain, qui spécialise des gens tellement que chacun est spécialiste d'un nombre... une vision multidisciplinaire voilà, et systémique. C'est ça. Multidisciplinaire et c'est l'inverse de... Et systémique. Alors qu'on apprend aux gens à être analytiques, comme Descartes nous l'a appris. Moi, j'ai une vision systémique depuis toujours, de mon livre Le Macroscope sur l'approche systémique, et j'ai une vision multidisciplinaire. Je suis chimiste, mais je comprends la physique, je comprends la biologie, j'essaie de communiquer, de partager avec des gens qui sont différents de mon secteur, et on se comprend, parce que je trouve les moyens de rapprocher les sciences et les disciplines. Et d'ailleurs, vous dites dans un des livres, ou même dans plusieurs, que pour vous, l'important, c'est la connexion. Oui. Pas la spécialisation, mais la connexion entre les sciences. De trouver des passerelles pour communiquer avec les gens. Vous dites même que la connaissance, il y a des datas, c'est des faits, et puis il y a la communication. Comment dire, la connaissance, c'est la communication des datas et pas les datas eux-mêmes. Les liens. D'ailleurs, je suis très content de travailler avec une maison d'édition qui s'appelle LLL, Les liens qui libèrent. On a trouvé ensemble le titre avec mon ami éditeur, Henri Trubert, Les liens qui libèrent, LLL. C'est tout à fait ça. Oui. Mais aujourd'hui, dans la médecine, par exemple, c'est typiquement l'inverse qui se passe. Les gens sont... Enfin, les dentistes, bientôt, vont être spécialistes d'une seule dent. On essaie de coller une étiquette sur le front des gens pour les repérer. Oui, oui. Mais ça me fait plaisir que vous... Êtes-vous anti-cartésien? Parce que... Non, je ne suis pas anti-cartésien. Je suis pro-cartésien, mais systémicien en même temps. C'est-à-dire je passe de l'analytique au systémique, aller-retour. Un feedback entre les deux. Donc je suis analytique et systémique. De l'analyse globale, et je retourne du global à l'analyse. J'ai toujours travaillé comme ça. Peut-être grâce à votre vision globale des choses, que vous n'êtes pas pessimiste, que la plupart des gens sont, à commencer par les artistes, à terminer par les hommes politiques, qui aujourd'hui sont tous des chantres de, pas la fin du monde, mais presque, la fin de spiritualité, la fin de identité, la fin de démocratie, la fin de tout. Pour moi, il y a cette phrase de Gramsci qu'il a prononcée en 1937. C'était un Italien communiste, Antonio Gramsci. Il a dit « Il y a le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté ». Pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire que quand on analyse les choses en petits morceaux, on a une vision pessimiste. Ça plutôt que ça contre ça. Alors que quand on a la volonté d'aller loin ensemble, on se rapproche. C'est Gramsci. Antonio Gramsci, si vous voulez. Oui, dire ça en 1937, c'était quand même une époque où il y avait des vraies raisons d'un vrai pessimisme. C'était vraiment l'enfer, un peu partout. C'est vrai que c'est...
pardonnez-moi si je suis un peu pas diplomate, mais vu votre âge, c'est doublement étrange d'entendre de quelqu'un qui a votre âge faire l'éloge de ce que vous appelez l'homme augmenté, c'est-à-dire l'homme qui est aidé par tous les gadgets qui nous entourent et que d'autres intellectuels ça, c'est mon côté prospectif, oui. À la fois prospectif et pratiquant. Avec cet outil qu'on a dans nos poches, c'est un outil extraordinaire. On est en symbiose avec cet outil. C'est en même temps une télécommande qui permet de cliquer dans l'environnement. Donc je pense qu'avec ces outils-là, l'homme se transforme. Et avec l'intelligence artificielle, qui va être là-dessus aussi, qui sera sur Alexa, sur Google, avec l'intelligence artificielle, l'homme devient l'homme augmenté. Il s'augmente grâce à l'intelligence artificielle et grâce à un environnement qui l'augmente. Puisqu'il peut cliquer dans l'environnement pour obtenir plus d'informations. Avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ça va être encore plus. Aujourd'hui, on a la télévision, on a un écran plat. Mais dans les jours qui viennent, on aura la réalité augmentée avec des lunettes, petites lunettes, et la réalité virtuelle. Donc ça va changer complètement notre vision du monde. La télévision sera un gadget antédiluvien à côté de ce que va être la réalité augmentée. La réalité augmentée, ça sur des petites lunettes comme ce que vous avez. Mais ce que je voudrais entendre de vous, c'est pourquoi la plupart des intellectuels alertent contre cette technologie, contre l'homme qui devient de plus en plus... Oui, mais parce que les intellectuels ne voient que l'aspect analytique et immédiat des choses. Ils ne le replacent pas dans un contexte global plus large. Mais racontez où est la positivité. Par exemple, quand la lecture, quand l'imprimerie est arrivée, il n'y a que quelques clercs de l'époque qui ont compris que ça allait démultiplier l'intelligence de l'homme. Il allait devenir plus créateur, il allait changer de dimension. Il n'y en a que très peu qui ont écrit ça. À l'époque, on voyait ça comme un abrutissement. Plutôt que de parler aux gens, on allait s'enfermer dans les pages d'un livre. Et donc, l'intellectuel, souvent, voit la même chose causale et locale. Causale et locale. Moi, j'ai une vision complètement différente. Je vois les choses systémiques et globales. Et donc, j'applique ça. Ce n'est pas mon côté optimiste, c'est mon côté positif de qu'est-ce qu'on peut en faire de ce côté-là. C'est pour ça que je me distingue d'autres scientifiques très souvent pessimistes et négatifs. C'est les gens du oui mais. Moi, je suis plutôt quelqu'un du oui et. C'est pas pareil. D'accord. Mais encore. Par exemple, j'ai vu une des conférences que vous avez données pour une boîte, parce que vous faites, si j'ai bien compris, des consultations pour des boîtes. Oui. Et c'était il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, c'était avant la Covid, avant les confinements, vous avez dit que le bureau tel qu'il existe aujourd'hui, avec l'hiérarchie de supervision, c'est-à-dire que vous dites pourquoi est le bureau dans une société? Parce que c'est comme ça qu'on contrôle si les gens viennent et travaillent. Donc au fait, le bureau, c'est juste pour savoir ce que tu fais. Et on le voit physiquement. Et vous dites, il y a 5 ans, que ça n'a plus de sens, parce que chacun a son portable, sa planchette, son téléphone, et il n'est pas obligé d'aller au bureau. Et donc ce contrôle capitalistique n'a presque plus de sens. Il ne peut plus s'exercer. Et voilà que 2 ans après, on nous confine, ou 3 ans après, 3 ou 4 même ans après, on nous confine, et on découvre qu'on ne va plus travailler dans les bureaux. Et maintenant, petit à petit, ça s'instaure. Et c'est là où je vois effectivement que vous êtes une espèce de futurologue. Je l'ai dit avant tout le monde, j'ai parlé de ce que j'appelais la dématérialisation du travail, la délocalisation du travail et la dématérialisation. Avec le smartphone, le confinement et le télétravail, on l'a vu, donc on va aller vers ça de plus en plus. Déjà, les jeunes travaillent comme ça. Beaucoup de jeunes de 20 ans avec leur smartphone travaillent, mais pas au bureau. Oui, mais là où je voudrais votre éclairage, vous dites le bureau du système capitaliste qui petit à petit va pas disparaître, mais juste va devenir différent, que ce système de surveillance dans les bureaux hiérarchiques va disparaître, et voilà qu'on va être libre de travailler comme on veut, le temps qu'on veut. C'est un
personnellement de s'organiser. Mais, mais le contrôle va être beaucoup plus important parce qu'avant, ça s'arrêtait au bureau et maintenant, on va se faire contrôler en permanence. Avec notre participation, c'est-à-dire que les enjeux liés à l'intelligence artificielle feront qu'on pourra contrôler votre travail avec votre accord en différents endroits, mais au résultat, pas seulement au temps passé et où, jusqu'à présent, c'est le lieu et le temps. Le temps unique comme dans les pièces de théâtre classique, le lieu et le temps. Il n'y a plus de lieu, c'est dématérialisé, délocalisé, et le temps, on l'organise soi-même. Donc on va être jugé au résultat, de plus en plus. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, commence à se passer dans beaucoup d'entreprises. Je vois comment travaillent les gens de Google aux États-Unis ou de Apple, ils sont jugés au résultat, pas au temps passé. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent comme ça. Ils s'organisent. Tout l'art devient l'art de l'organisation de son temps, soit tout seul et avec les autres. Mais alors, la France, avec les 35 heures... Elle est en retard. Ah, mais racontez. Oh, bon, non, racontez. Où est la France pour vous? Non, elle est en Où retard. est dans votre échelle de valeur, hein, quelle est la place de la France et quelle est, pour vous, la règle qu'on devrait suivre? Et là, on attend les élections. Qu'est-ce que les politiques devraient changer? Alors, ce n'est pas la France en général. Dans la France, il y a des Frances. Et dans ces Frances, il y a des jeunes qui travaillent différemment déjà. Vous pensez vraiment? Et même plus en plus âgés aussi. Ce n'est pas la France. Dans la France, il y a des Frances différentes qui travaillent différemment, en utilisant les principes que je viens de décrire, en utilisant la mobilité, en utilisant la communication, le partage. Partage et mobilité sont les modes de travail nouveaux. Télétravail, partage, mobilité. Et donc, dans cette France-là, il y a déjà d'autres Frances qui travaillent différemment. Moi, je travaille avec eux. J'ai créé des groupes de travail. J'ai créé un groupe qui s'appelle FLOW, F-L-O-W. Et FLOW fait de jeunes, hommes et femmes qui ont moins de 30 ans, qui travaillent différemment. Ils font partie de l'autre France, de la France déjà de demain, une France du travail organisé et du partage des savoirs. Avec le big data aujourd'hui, l'art de gérer le big data, c'est de savoir comment s'en servir quand on veut, au bon moment. Et l'intelligence artificielle va être d'une utilisation considérable pour ça. Un outil qui s'appelle Alexa, c'est un boîtier que vous mettez chez vous, vous lui parlez en langage naturel, et par Alexa, l'intelligence artificielle va venir chez vous et dans les bureaux en communication vocale. Ça, c'est une prédiction que je fais, j'en suis sûr. Vous pouvez le noter et me rappeler dans 10 ans, vous ne s'est pas trompé. Des outils comme Alexa de communication vocale naturelle vont donner les entrées de l'intelligence artificielle dans les bureaux et dans les maisons. Mais alors, comment doit changer le système général? Parce que là, vous dites des groupes de travail, ça reste, je suppose, marginal. La plupart des gens sont contractuels. Oui, mais ça évolue très vite. C'est-à-dire que les gens se réalisent que le big data, maîtrisé par l'intelligence artificielle, va devenir la principale ressource de demain. Pas seulement l'énergie. Aujourd'hui, c'est l'énergie, les transports. Mais demain, la principale ressource sera les data, les données. Et aujourd'hui, les données, on les maîtrise mal parce qu'il y en a trop. On ne peut pas les caser dans son temps. Tandis qu'avec l'intelligence artificielle, le miracle de l'IA, c'est de caser toutes ces datas dans un temps utilisable. C'est ça le miracle de l'IA pour les humains. Et alors, comment il faut faire? Comment il faut organiser la société? Former les entreprises, former les gens à utiliser l'IA pour son utilisation personnelle. Et il y a déjà des gens qui commencent à le faire. Et on voit que Apple, par exemple, Google, essaye de faire en sorte qu'avec son smartphone, on ait de l'IA dans sa poche pour travailler différemment. C'est déjà en cours, ça arrive déjà maintenant. Quelle est la partie du monde qui vit avec le temps? Est-ce que ça existe? Avec ce temps-là? Oui, avec le vôtre? Oui, ça existe. Je pense que la Californie, aux États-Unis, est très à même, très proche, grâce aux universités, très proche de ce temps-là. Et je pense qu'en Chine aussi, en Chine, contrairement à ce que paraît un pays lointain et isolé, en Chine aussi, ils ont compris l'importance de la relation data. Le Japon, je l'ai cru pendant longtemps, mais ils ont beaucoup changé, ils ont changé de valeur. Mais je pense que la Californie, la Chine sont adaptés à ça. Et des pays comme la Lituanie, la Lettonie, les pays de l'Europe de l'Est sont vraiment très, très, très avancés dans ces domaines-là. Et la France, quand est-ce qu'elle va venir? Elle évolue doucement, mais elle n'est pas encore vraiment.
Pourquoi, à votre avis? La rationalité, la hiérarchie. La hiérarchie, la rationalité, le pouvoir pyramidal qui prime tout et qui empêche le bottom-up. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour privilégier le top-down? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le top-down? Des expérimentations évaluées, décrites. Expérimentation, évaluation, publication, description sur Internet. C'est ce que j'essaye de faire. Des expériences, publication, partage. Pas d'autres développements là-dessus, parce que je manque de questions, parce que c'est un domaine de futur. Et du coup, j'aime bien vos questions. Oui, non mais voilà, c'est parce que j'ai envie de creuser davantage pour comprendre. Mais je peux pas parce que c'est pas mes connaissances. Vous dites par exemple que aujourd'hui encore un jeune entrepreneur, même dans des boîtes comme la boîte de Xavier Niel, sont obligés de présenter au comité de Xavier Niel un projet, et puis on vote, on défend, et puis si c'est défendu, si c'est approuvé, je veux dire, on lui donne un budget, et voilà, il développe son projet. Et vous dites, mais c'est complètement désuet, enfin, c'est complètement obsolète, ce système, parce qu'aujourd'hui, un jeune entrepreneur n'a pas besoin d'un accord, d'un tout Xavier Niel qu'il soit, ou encore moins du banquier, parce qu'il peut créer sa société sans sortir de la maison et de passer directement aux précommandes. Ces premiers financiers sont... Vous mettez en cause tout le système capitaliste traditionnel, hiérarchique. Beaucoup de jeunes créent leur propre société sur Internet et ils se financent grâce au premier contact futur client. Ils s'autofinancent grâce à des gens qui croient en eux, à l'idée du projet et qui commencent à le financer. Beaucoup font comme ça, j'en connais plein qui ont démarré leur start-up comme ça. Et alors, qu'est-ce que vont devenir les sociétés classiques? Elles vont continuer, il y aura toujours des banques et du venture capital, mais la banque traditionnelle qui vous demande un business plan sur 5 ans et une étude de marché, c'est fini. On ne peut pas faire une étude de marché d'un projet très nouveau. On n'a pas de données pour une étude de marché sur une idée que personne n'a eue. Le meilleur moyen de tester l'idée, c'est Internet maintenant. D'ailleurs, vous dites qu'en 2030, Internet n'existera plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, c'est une boutade pour dire qu'il n'existera plus comme sujet, comme domaine dans lequel on va avec un clavier et un écran tactile. Il sera partout. On sera symbiotique avec Internet. On sera dans un écosystème numérique dans lequel Internet sera omniprésent. Du portable à la communication vocale avec Alexa. Et Internet sera omniprésent. C'est pour ça que je dis qu'il n'existera plus. Il n'existera plus parce qu'il sera comme... On ne l'appellera plus... Il sera comme l'électricité. Ah oui. Il sera comme l'électricité. Mais on appelle toujours l'électricité, on paye les factures de l'électricité. Bien sûr. Mais Internet, il sera omniprésent dans l'écosystème numérique à la voix. Il fera partie de notre vie quotidienne. Je vais essayer de poser la question. Aujourd'hui, il y a des prothèses de main qui sont connectées directement. Enfin, les fils électriques du prothèse sont connectés avec les nerfs qui sont connectés avec la cervelle. Donc, du coup, ce n'est presque plus la prothèse, parce que... c'est la symbiose. Voilà, vulgairement parlant. Oui. Vous dites que le système de communication par Internet ou par... je ne sais pas comment ça va s'appeler en 2030... va devenir quelque chose de vivant. Oui. Est-ce que ma comparaison avec la main, avec la prothèse, qui est connectée avec la cervelle, enfin avec des nerfs qui sont connectés avec la cervelle, est-ce qu'elle est correcte? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut voir deux choses. Il faut comprendre qu'Internet, de plus en plus, devient une sorte de neurone planétaire, de réseau neuronal planétaire. C'est-à-dire pas seulement un système de communication avec des liens tactiles ou des claviers, mais un système qui se conscientise lui-même. Il devient conscient de sa propre existence. Ça, c'est un changement fondamental. Internet va devenir conscient de lui-même. Il sera qui?
Et Internet va devenir tellement interconnecté, tellement dense, à une circulation des informations comme dans nos neurones, que les neurones créent la conscience. Et la conscience devient consciente d'elle-même. Moi, je prédis depuis longtemps qu'Internet, à un grand niveau de densité d'échange, va devenir conscient de lui-même. Qui ce sera? Je l'ai appelé le cybionte, C-Y-B-I-O-N-T-E, cybe de cybernétique et bios de biologie. Mais qui ce sera, ce cybionte? Est-ce qu'il sera favorable à l'homme ou au contraire risquera de nous détruire? Je ne sais pas encore. J'essaie de faire des prédictions positives, mais je ne sais pas. Vous êtes quand même inquiet ou pas du tout? Je suis attentif. Attentif à un Internet qui devient conscient de lui-même. Si Internet devient conscient de lui-même, qui c'est? Qui est cet être? Un autre danger ou pas danger que les GAFAM, ou GAFAMA, vous dites, GAFA, parce que vous GAFAMA, rajoutez Alibaba Alibaba. là-dedans. En fait, c'est des gouvernements nouveaux. Oui, et avec un turnover qui est largement supérieur à celui de beaucoup de pays. 1000 milliards de dollars, c'est supérieur à beaucoup de pays. Donc les GAFAMA deviennent un pouvoir dans le pouvoir, un État dans l'État. Mais bientôt, déjà avec la Covid par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai vu vos interviews et j'étais fascinée par le fait que vous avez prévu quelque chose qui s'est passé à cause ou grâce ou en même temps que la Covid et le confinement. Comment vous expliquez ce qui se passe maintenant à cause de cette épidémie? Parce qu'il y a quand même un boom numérique et il y a un changement de notre mode de vie à cause ou grâce à cette épidémie. Et on s'est rendu compte que les GAFAM étaient... Enfin, il y en a qui disent, oh là là, on va nous greffer des choses, le vaccin, c'est la greffe. D'ailleurs, vous parlez de la greffe comme de quelque chose d'inévitable. Hein. Des puces... Neuralink, Elon Musk, un entrepreneur américain très audacieux, très innovant, Elon Musk, le type de SpaceX et de Tesla, il a créé Neuralink. Neuralink, c'est une puce implantable dans le cerveau des singes pour le moment, mais il pense que dans l'humain, Neuralink nous permettra de communiquer symbiotiquement avec l'écosystème numérique pour communiquer directement avec l'environnement dans lequel on est. C'est bien ou pas bien? Moi, je crois qu'il faudra être très prudent. Il faudra regarder où aller, mais ça se sera. C'est inévitable. La réaction des gens pour le vaccin, cette peur d'être connecté... Ils ont encore plus peur de Neuralink. Mais parce qu'ils pensent que le vaccin, c'est ça. Hein. C'est inéluctable, Neuralink. On va vers une communication directe du cerveau vers l'environnement, vers l'écosystème. Est-ce que c'est inéluctable qu'on va vivre dans des nouveaux États dirigés par 5 propriétaires de GAFAMA? C'est possible que de plus en plus ils prennent du pouvoir. C'est pourquoi beaucoup dans le monde essayent de limiter ce pouvoir en ce moment. C'est pas trop tard? Non, déjà l'Europe a fait un effort pour limiter le pouvoir des GAFAM. Il y a des réglementations pour essayer de le faire, mais c'est déjà parti d'une telle ampleur que ça va être difficile de limiter leur pouvoir. Et alors, quelle est votre géopolitique de futur? S'adapter. C'est l'adaptation. Je vois que les gens ne pouvant pas lutter contre les GAFAM s'adaptent à les utiliser pour le mieux, en synergie, en partenariat avec eux. Je vois en Afrique Total, par exemple, l'énergie, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller tout seuls sans les GAFAM pour pénétrer certains pays, et donc ils sont associés à eux. Donc je pense que la coopération, if you can't beat them, join them, comme disaient bien les anglo-saxons. Si vous ne pouvez pas les battre, associez-vous. D'ailleurs, vous savez, dans mon fort intérieur, je me suis dit que vous êtes un marxiste de la science parce que vous dites, votre slogan, qui n'en est pas un, c'est qu'il faut se réunir. Et il faut réunir les connaissances de tout le monde. C'est un peu comme Marx, prolétaire de tous les pays, réunissez-vous. Vous voulez réunir tous les scientifiques. Ce qu'on appelle les pronétaires, ceux qui sont pour et sur le net. Pronétaires de tous les pays, unissez-vous. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Voilà, donc vous êtes un nouveau marxiste de l'époque numérique. Vous dites aussi que les sociétés d'aujourd'hui, c'est pas du tout comme les sociétés capitalistes, parce que c'est des sociétés qui ne possèdent plus rien, ni travailleurs, ni stock, rien. Les data.
pouvez-vous... Le nouveau pouvoir, c'est pas le capital, c'est les data, les données. Donc aujourd'hui, Uber n'a pas de voiture, n'a pas de chauffeur, n'a pas de... Enfin, il n'a rien, il est juste une plateforme. Donc les sociétés économiques du futur, ça va être que des plateformes. Des plateformes qui n'ont rien. Qui n'ont rien, mais qui contrôlent les données. Les usagers, les données, les moyens de communication. D'accord. Typiquement Uber. Typiquement... Et alors, qui va avoir les stocks? Comment on va... Les stocks de données vont dans des énormes bases de données. Non, mais les stocks de marchandises. Ça va continuer aussi, bien sûr. On a besoin du matériel. Aujourd'hui, on est en panne. Miel ne fournit plus les frigos, les machines à laver. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de que tout le monde veut contrôler les datas et plus personne ne veut faire... Si on n'a plus de puces électroniques pour les voitures et pour les machines à laver, c'est un problème de contrôle des datas. Et la puce, aujourd'hui, devient une denrée rare. Donc, est-ce qu'on ne va pas rembobiner et revenir au monde ancien? Celui qui a le stock, c'est lui qui, finalement, est bien plus sûr, important. aussi, mais je pense qu'on va franchir cette étape des puces en manque aujourd'hui pour trouver de nouvelles puces qui sont plus seulement des puces en silicium, mais des puces biomoléculaires. Je prédis ça depuis longtemps. Si vous avez lu... Racontez, je ne sais pas. Il y a 20 ans, j'ai prédit ce que j'appelle la biotique, qui est d'ailleurs le nom de ma compagnie Biotix. La biotique, B-I-O-T-I-Q-E, c'est le mariage de l'électronique et la biologie. On va vers des puces moléculaires plutôt que des puces en silicium. Aujourd'hui, on utilise du silicium, de l'arsénure de gallium, c'est-à-dire des produits minéraux très coûteux pour fabriquer les puces des ordinateurs. Moi, je pense que dans 10 ans, 15 ans, peut-être moins, les puces sont plus en arsénure de gallium ou en métaux durs, mais sont des puces faites de l'électronique moléculaire, c'est-à-dire de la biologie et de la chimie. Ça, j'ai prédit depuis longtemps, j'étais un des premiers à dire ça. D'ailleurs, des gens comme il s'appelle, François de Closet, m'a cité plusieurs fois, en reconnaissant que j'étais un des premiers à prédire l'avancée des biopuces, des puces biologiques. La futurologie, je ne sais pas si c'est une science d'ailleurs, et depuis quand elle existe non plus, je ne sais pas. Depuis la prospective, Gaston Berger, la prospective, les années 50. Mais il y a des gens qui s'amusent à prédire ce qui va se passer. Il y a par exemple Madame Irène Carrère d'Ancos qui a prédit ce qui va se passer en Russie, qui s'est trompé sur toute la ligne. Il y a certains journalistes qui disent des choses et ils se trompent sur toute la ligne. D'habitude, ceux qui essayent d'expliquer comment ça va se passer dans 15 ans ne font même pas la miracle pas parce que... Je vais vous dire une chose très réaliste et très vraie, c'est qu'on se souvient beaucoup plus des gens qui ont prédit des choses qui ne sont pas arrivées que des gens qui ont prédit des choses qui ont arrivé. Parce que c'est positif, on ne s'en souvient pas. Moi, j'ai prédit des quantités de trucs qui sont arrivés. Les biotechnologies, la machine à synthétiser les gènes. Qu'est-ce que c'est? J'ai parlé de ça en 1982 ou 83. Ça n'existait pas encore. J'ai prédit qu'il allait exister un jour une machine sur laquelle on tapera un clavier du code génétique, adénine, thymine, guanine, cytosine, et on fabriquerait de l'ADN. J'ai écrit ça, je l'ai écrit, c'est arrivé 8 ans après, et c'est arrivé. Donc, les gens ne se souviennent pas des prédictions positives, ils se souviennent que des prévisions négatives, parce que ça fait appel au sens de la survie. J'ai écrit ça aussi beaucoup dans beaucoup d'articles. Essayez de lire mon article sur mon site qui s'appelle Pourquoi préférons-nous les mauvaises nouvelles aux bonnes nouvelles? Donc, je l'ai écrit. Et pourquoi on préfère les mauvaises? Instinct de survie. Nous, les mauvaises nouvelles passent par notre instinct de survie. Qu'est-ce que je ferais si on fait des scénarios? Comment je réagirais ici? Donc ça parle à notre instinct de survie. C'est mémorisé beaucoup plus fort que les nouvelles positives qui coulent comme du téflon, comme une poêle en téflon sur lequel le beurre glisse et fond. Mais en quoi le ADN scientifique est une bonne nouvelle, bonne prédiction? La machine à synthétiser l'ADN, c'est une bonne prédiction. D'abord, ça permet de dépister des cambrioleurs, des assassins. Les assassins, on les dépiste grâce à leur ADN. On fabrique de l'ADN, on le compare au leur. Donc,
fabriquer de l'ADN, ça permettra aussi de guérir des maladies génétiques transmissibles de parents aux enfants. Grâce à l'ADN fabriqué, on pourra injecter, grâce à un virus positif, pas un virus négatif, pas un virus pathogène, injecter cet ADN pour guérir des gens. Donc là, le futur de fabrication de l'ADN, et même, je pense encore plus que l'ADN, c'est l'ARN, dont on parle tellement avec le vaccin ARN. Je pense que l'ARN est une voie formidable pour le futur. Fabriquer des ARN, parce que l'ARN, c'est le contrôleur permanent, multidimensionnel du corps. Dans notre corps circulent des quantités de petites molécules d'ARN qui jouent le rôle d'interrupteur chimique, déclenche ça, arrête ça, déclenche ça. Notre corps est envahi d'ARN qui régule, comme une machine, notre corps. Et donc le futur appartient plus à l'ARN qu'à l'ADN. Et pourquoi vous n'expliquez pas le côté positif du vaccin, qu'il fait tellement bien? Les gens ont peur de... Oh, c'est pas mon rôle d'expliquer le côté positif. Bah si, parce que vous dites que c'est très très bien. Non, mais les journalistes le font, des médecins qui interviennent à la télévision très souvent pour le faire. Je ne vois pas pourquoi je rajouterais mon grain de sel. Bah, peut-être parce que votre explication est plus positive et pas juste une obligation de le faire. On n'aime pas quand on nous pousse. C'est vacciné à l'ARN? Et moi, c'est AstraZeneca, je ne sais même pas. Franchement, je ne sais même pas ce que c'est. ARN, je ne connais pas la différence. Franchement, je ne rentre pas dans les détails parce qu'effectivement, je dis c'est inévitable, il faut le faire. Peut-être ai-je tort, mais du moment où je ne peux pas lutter contre le système, c'est mon côté lâche, probablement. Mais, mais vous êtes dissident, vous aussi, parce que vous dites je ne vis pas comme le système me dit, je travaille avec le groupe de travail qui n'a rien à faire avec 35 heures. Je suis très discipliné pour les questions concernant la vaccination. Je pense que je joue un rôle citoyen. En étant vacciné, je protège moi-même et je protège les autres. Donc je suis très positif sur le vaccin. Oui, mais vous êtes quand même contre le système parce que déjà vous faites des prévisions et donc vous choisissez de travailler autrement. Vous avez dit autrement avec les autres qui ne sont pas dans le système de 35 heures, par exemple, dans le système capitaliste, bureau, salaire et compagnie. Moi, je les repère assez vite, ces gens-là. Je travaille avec eux. Je vous ai dit tout à l'heure que je préférais les gens qui sont des oui et que des oui mais. Donc je les repère très vite et je bosse très bien avec eux. Si j'ai bien compris, vous n'aimez pas le terme transhumanisme? Non, j'aime pas le terme transhumanisme, c'est devenu une sorte de doctrine philosophique. Et le transhumanisme, ça existe. Luc Ferry l'a bien décrit au sens d'aller au-delà du biologique de l'homme. L'homme augmenté sera un transhumain. L'homme biologique sera un transhumain, mais c'est la philosophie du transhumanisme que je n'aime pas. La philosophie transhumaniste est une forme d'idéologie qui essaye de dépasser l'homme idéologiquement, comme Nietzsche l'a fait pour le surhomme. C'est ça que je critique. Et quelle est votre alternative de terme ou de philosophie? Hyperhumanisme. Je l'ai créé. Quelle est la différence? Vous avez lisé tous mes écrits dessus. Non, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. La différence entre le transhumanisme, c'est une idéologie transhumaine, alors que l'hyperhumanisme, c'est d'être encore plus humain. Vous pensez que c'est possible? On essaye, avec toutes les valeurs de ce qu'on dit être l'humanisme. Il y a des valeurs attachées à l'humanisme. Le transhumanisme, c'est critiquer ces valeurs. L'hyperhumanisme, c'est aller au-delà de ces valeurs, encore plus loin, les porter plus loin. C'est par rapport à transhumanisme que vous dites qu'il est égoïste? Égoïste, narcissique, idéologique, le transhumanisme. C'est ça, hein? Oui. En quoi il est narcissique et égoïste? Parce qu'il se concentre entièrement sur aller plus loin soi-même tout seul, mais pas l'humanité. Pourtant, quand vous faites le surf, vous essayez de vous dépasser, vous êtes concentré sur vous. Oui. Le sport, c'est pas pareil que l'humanisme. Entre le sport et l'humanisme, dans le sport, il y a une volonté de dépassement, une volonté de trouver son équilibre, alors que dans le transhumanisme, c'est idéologique. Donc on n'est pas lié à une pratique immédiate sportive. On se projette dans le futur et dans l'avenir. Donc il y a une grande différence entre le transhumanisme et le sport. On ne peut pas les mettre sur la même base. Vous dites que dans vos études, et dans les études de ce qu'on disait biomécanique, les sportifs jouent un rôle presque
comme des cobayes. Vous travaillez beaucoup avec les sportifs, ou les scientifiques travaillent beaucoup avec les sportifs. Quelle est la différence entre un homme normal et un super les sportifs, moi j'ai surtout pratiqué les sportifs de l'extrême. Ce qu'on appelle les sportifs de l'extrême, c'est les sportifs du ski qui descendent des pentes de folie dans de la poudreuse. C'est des surfeurs qui surfent des grosses vagues. Ce sont des gens qui font de l'apnée très, très longtemps sous l'eau. Les sportifs de l'extrême m'intéressent beaucoup parce qu'ils adaptent leur corps aux conditions terribles et dangereuses dans lesquelles ils sont. Ils adaptent leur nutrition, leur mentalité, leur mental, leur mode de méditation. Moi, quand je suis sous l'eau dans des grosses vagues, et que je reste resté 25 secondes sous l'eau, ce qui est très long pour la respiration, je fais une forme de méditation pour changer d'idée, me changer d'idée du danger. Donc j'ai déjà pratiqué ça plusieurs fois. Donc ces sportifs de l'extrême m'intéressent beaucoup parce qu'ils utilisent des modes. Je connais très bien Vicente Lizarazu, qui est le frère de Peyo Lizarazu, qui est le frère de Vicente Lizarazu, le type qui fait les commentaires sportifs sur le foot. Et Peyo Lizarazu surfe dans les très grosses vagues, il reste sous l'eau très longtemps. Il surfe des vagues qui s'appellent Belara, dans le Pays Basque, une vague énorme. Il m'a expliqué qu'il faisait une sorte de méditation sous l'eau pour enlever l'angoisse de ne pas pouvoir remonter. Et en quoi qu'est-ce que ça vous apprend? Moi, ça, je l'ai déjà fait, j'ai déjà pratiqué ça. Sous l'eau, quelquefois, on est 10, 15, 20, 25 secondes, et les vagues se séparent de 20 secondes. Donc si on reste sous l'eau plus de 25 secondes, on reste encore sous la seconde qui vient derrière, et on risque de ne pas sortir. Donc moi, j'essaie de changer mon esprit du danger en pensant à des choses positives. Je pense à mes enfants, je pense à la vie, je pense à ce que je vais créer, je pense au livre que je suis en train d'écrire. Et donc, j'arrive à sortir de l'angoisse, du stress, de l'adrénaline, et à arriver à fabriquer des endorphines positives. J'ai failli me noyer plusieurs fois. Ah oui, j'ai lu ça. J'ai une petite question. Vous dites que les sportifs de haut niveau, c'est le surpassement, c'est quelque chose aussi qui coûte pas mal d'argent, parce que les grands sportifs qui ont beaucoup de records, c'est une industrie en quelque sorte. C'est aussi une question de dopage, c'est aussi une question peut-être de biomécanique, parce qu'on peut créer des costumes pour glisser mieux. Quelque chose est schizophrène chez vous, parce que d'un côté, vous prenez pour les appareils qui nous aident, et vous voulez augmenter un homme, et en même temps, vous dites dans votre pratique du surf, vous dites, le surfeur, il faut qu'il reste nu. On a fait à un moment une espèce de costume qui rappelle la peau de dauphin, et vous dites, après on a supprimé ça, et vous dites, c'est pas la solution. Le surfeur doit rester tel qu'il est. N'est-ce pas une contradiction? Mais pour les nageurs, on a supprimé ces costumes qui permettaient de glisser plus vite. C'était interdit très vite. Pour les surfeurs, je dis, surfeur nu, c'est très difficile de surfer nu pour un homme. Une femme... Non, mais quand je dis nu, c'est une façon de parler, mais c'est-à-dire sans artificiel. Sans artificiel, mais je vous disais que surfer nu, c'est plus facile pour une femme que pour un homme. Mais aujourd'hui, les grands sportifs, c'est de plus en plus une bataille d'équipement. D'équipement, oui. Oui, bien sûr. Pareil, où est l'éthique dans tout ça? Regardez le saut à la perche. Le saut à la perche est en position les perches modernes. L'homme, des tremplins. Enfin, il est dernier dans l'échelon. Et même les coureurs de marathon utilisent maintenant des nouvelles chaussures Nike avec de nouvelles semelles propulsives. Donc il y a une course à l'équipement, et c'est au juge d'essayer d'interdire ce qui donne des performances trop exagérées. Donc ma question, elle est un peu... Je ne suis pas la reine de formulation des choses, mais voilà que on parle, le sportif, c'est un cobaye pour les scientifiques, parce qu'effectivement, il adapte le corps, donc on peut comprendre mieux avec les sportifs jusqu'où on peut aller, où il faut qu'on s'arrête. Un exemple, Cosmos, les cosmonautes. Je ne sais pas combien coûte la formation d'un cosmonaute, parce que chez nous, en Union soviétique, enfin en Russie, tout le pays travaillait pour un seul, pour qu'il aille dans le cosmos
et je suppose que c'était des millions, pour qu'ils soient dans les conditions bonnes. Et voilà qu'il y a une petite nana, actrice, qui, sans entraînement, va pour filmer une série. Et je dis, mais alors, hein, pourquoi on paye la formation des Thomas Pesquet, je ne sais pas comment s'appellent maintenant les Russes, des Chinois, tout ça, ça coûte un argent dingue. Et voilà qu'une bonne femme, ça met en cause. Oui, parce que les conditions environnementales ont changé, elles sont beaucoup plus sécurisées, beaucoup moins de moyens d'adaptation. C'est le changement des conditions environnementales du cosmonaute qui font que cette jeune femme peut y aller sans combinaison hyper compliquée, etc. Oui, oui. Donc, mais on continue quand même de dire que voilà, Thomas Pesquet, c'est un surhomme qui... oui, on voilà, continue. C'est bien pour les actualités. Ça fait plaisir aux médias. Donc vous êtes d'accord que l'homme ne joue plus rien, c'est effectivement... On en rajoute, oui. C'est un rêve. Il faut raconter des histoires. Oui. Oui, donc l'homme... le fond de ma question, où est l'éthique dans ce suréquipement? En fait, l'homme devient un gadget pour l'équipement. Ce n'est pas un problème d'éthique, c'est un problème pratique. L'éthique, c'est différent. Faut-il le faire ou ne pas le faire? Non, mais dopé ou pas dopé, ou Nike ou pas Nike. Mais c'est un peu la même chose. C'est d'utiliser les outils adaptés. Et c'est aux juges, c'est aux censeurs et aux organisateurs de ces compétitions de savoir quand on a dépassé ce dont on a le droit. D'ailleurs, ils sont très vigilants maintenant, non seulement sur le dopage chimique, mais sur le dopage physique. Les perches qui ont été interdites. Il y a des chaussures qui ne sont pas adaptées. Donc voilà, ils sont très vigilants, les juges. On dit qu'on vit dans une époque du paraître. Vous parlez pour l'échange grâce à l'époque numérique. Cet échange nous emmène quand même à une espèce de narcissisme au carré. Je ne sais pas si on communique vraiment, mais cette inondation de l'humanité dans des échanges d'images. On le voit sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. C'est un miroir personnel partagé par beaucoup de gens. Moi, ma vie, mon chien, ma nutrition. C'est un peu en contradiction avec ce que vous dites de l'échange d'informations utiles ou positifs. C'est-à-dire que en idéal, je comprends ce que vous voulez dire, mais en pratique, ça nous amène à un monde de cons. Passez-moi l'expression, mais qu'est-ce que c'est bête, les réseaux sociaux? Oui. Enfin, qu'est-ce que c'est bête? On est loin de ce que vous voulez, vous, de ce monde augmenté. On essaye avec pas mal de gens de modifier les réseaux sociaux pour leur donner plus de contenu, plus de sens. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la haine, c'est la suspicion, la critique permanente. Les réseaux sociaux ont dérivé d'une manière terrible. Alors, plus de gens essayent de leur donner plus de sens, plus de signification. Moi, j'essaye de contribuer avec des groupes de réflexion à ça, mais il y a encore un bon bout de chemin à faire. Mais vous pensez que c'est récupérable ou pas? Oui, je pense que oui, ça prendra du temps, mais ce sera possible. Dès le moment où les gens se rendront compte que l'important, c'est le sens, le respect, le partage, plutôt que la critique systématique, la suspicion et la haine qui aujourd'hui règnent sur beaucoup de réseaux sociaux. Quelles sont vos conclusions de l'époque qui n'est pas pourtant terminée, de cette épidémie? Quelles sont les leçons ou des questions que ça vous a amené? Plusieurs leçons. La première, c'est la leçon de prévention. La leçon de nécessité de se prévenir des maladies, des virus, avoir tous les gestes barrières, se laver les mains, avoir des masques. Première leçon, prévention. La deuxième leçon, c'est le respect des autres, éviter de contaminer les gens, avoir un rôle de citoyen pour éviter la contamination de la maladie.
La troisième réflexion, c'est la notion d'utiliser le numérique au maximum pour télétravailler, pour éviter la diffusion des virus, pour pouvoir faire en sorte que dans l'électronique, on ne transmet pas de virus. Et donc, ça a permis à beaucoup d'entreprises de... On transmet des virus, mais différents. Oui, des virus informatiques. Et donc, ça a permis à beaucoup d'entreprises de réaliser l'importance que le télétravail pouvait être primé et en même temps rémunéré, aussi bien que le travail physique, comme on dit, le présentiel. Donc, le télétravail a pris beaucoup d'importance, tant mieux, parce qu'on va de plus en plus aller vers une époque de télétravail dans l'écosystème numérique dans lequel on va rentrer par la transmission de pensée. Et la voix, je ne l'ai pas dit, mais je pense que la voix va jouer un rôle fondamental dans les 20 années qui viennent. La voix, aujourd'hui, elle est réduite à un manque de compréhension que l'intelligence artificielle va corriger, de telle sorte que plutôt que les claviers ou les doigts, pour communiquer avec les machines, on va communiquer par la voix. Chouette, on ne va plus apprendre la grammaire et l'orthographe. Chouette. Bien ou pas bien, ça? On y va, c'est sûr. Ça, c'est pas une prévision, c'est une certitude. Oui, donc il faut arrêter de se compliquer la vie. La voix, la traduction simultanée automatique. Oui. Parler un japonais en français, il vous comprend en japonais. Il vous parle en japonais, vous le comprenez en français, en temps réel. D'accord. Ma question, ce n'était pas sur l'éthique ou sur l'aspect sanitaire, parce que, bon, dans mon passé soviétique, vous savez, c'était inimaginable d'avoir un enfant qui a des puces entrer dans une classe. C'est le b.a.-ba. J'ai découvert que les puces existent, enfin les poux existent, j'ai découvert ça en France. Chez nous, s'il y a des poux, c'est la honte, t'es exclu de l'école. C'est mauvais, mais bon, enfin, on n'est pas un pays démocratique, mais du coup, on se lavait les mains et les oreilles avant d'entrer à l'école parce qu'il y avait un contrôleur à l'entrée de l'école pour voir l'état des ongles et l'état des oreilles. Et on entrait dans des classes avec des chaussures, on changeait des chaussures. On ne rentre jamais ni chez soi, ni dans un hôpital ou dans une classe avec les chaussures de rue. Bref. C'est le monde capitaliste qui est sale. Dans des dictatures, c'est propre. Ma question, c'était comment cette épidémie, à votre avis, va changer le monde dans le sens où on est revenu aux frontières, on les appelle autrement, mais pour moi, le rideau de fer est retombé. Qui va être de deux côtés de rideau de fer, qui va être où? Parce que c'est évident que c'est retombé. Les barrières créent du communautarisme, obligatoirement. Dès le moment où il y a des barrières, il y a des communautés qui se renforcent à cause des barrières. Et le communautarisme, ça peut être bon quand les valeurs partagées sont des valeurs porteuses pour l'humanité. Ça peut être mauvais quand le communautarisme conduit à des idéologies. On le voit avec les pays musulmans, où le communautarisme conduit à une vision finalement fermée sur lui-même. Donc les barrières créent du communautarisme. Est-ce que ce sera un bien, ce sera un mal? Ce sera à nous de faire en sorte que ce soit un bien. Mais comment faire un bien si les pays ne reconnaissent pas les vaccins des autres pays? Enfin, Astra n'est pas reconnu. Enfin, je ne sais plus les Anglais ne reconnaissent plus. Si vous avez fait deux vaccins de deux marques différentes, ça ne marche pas à Londres. Les Russes ne veulent pas Astra, Pfizer ni rien. Les Occidentaux ne veulent pas Sputnik. Enfin, les musulmans ne veulent pas du tout se vacciner. Voilà. Les talibans, je ne sais pas s'ils sont vaccinés ou pas. Les Afghans viennent. Je pense que le vaccin est interdit chez eux aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est la nécessité de partager des valeurs communes. Le partage ne peut se fonder que sur des valeurs communes, des valeurs éthiques, morales, spirituelles. Mais alors pourquoi les Occidentaux, qui sont tellement éclairés, ne reconnaissent pas la vaccination des Russes et ne les laissent pas entrer C'est une prudence. C'est bête, ça, non? C'est une prudence scientifique. Non, c'est complètement politique, non? Les deux. C'est une politique fondée sur des manquements de données scientifiques. C'est du politique qui s'appuie sur un manque de données scientifiques.
Quel est le pourcentage du politique dans la science? Est-ce que la science, c'est des opinions ou des faits? Ça devrait être des faits. Il y a beaucoup d'opinions. Le génie génétique sont des faits, mais tout de suite, tu as un aspect politique. Être pour ou contre le génie génétique, pour ou contre les manipulations génétiques, comme les médias les ont appelées, c'est politique. Donc il y a des faits scientifiques, mais ça dérive très vite vers la politique. Vous étiez déjà confronté à ça? Oui. Quand? Avec l'arrivée du génie génétique à l'Institut Pasteur. J'étais directeur des applications de la recherche à l'Institut Pasteur pendant 10 ans. Et est arrivé le génie génétique. J'ai été interrogé par des politiques, j'ai été interrogé par des journalistes. J'ai donné des interviews journalistiques qui ont dérivé vers le politique. J'ai été appelé par des présidents de la République pour discuter avec eux là-dessus, en tête à tête. Avec qui? Les trois grands, Mitterrand, Giscard. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir parler de ça. Ils comprenaient quelque chose de ce que vous quand racontez? j'explique, ils comprennent. Ah. Mais ils étaient inquiets. C'est pour ça qu'ils m'ont fait venir. Qui vous avez rassuré, qui vous avez effrayé? Je ne sais pas si je les ai effrayés ou pas, mais en tout cas, ils m'ont compris. Ils me disent m'avoir compris. Donc on ne vous a pas encaissé dans un goulag? Dans un quoi? Dans un goulag, comme on faisait avec les scientifiques. Dans un goulag, dans un groupe de réflexion politique, les deux. Pour moi, c'est aussi dangereux l'un que l'autre. Ouais. J'ai toujours refusé, à la demande de ses présidents, de ses premiers ministres, de participer à un groupe de réflexion politique. On dit, on a nommé Joël de René pour être là-dedans. Et toujours, et puis, j'ai surfé out. Ah, pourquoi? Parce que je me méfie. C'est le début de la fin? Non, on est embrigadé, on est journalistiquement tagué avec une étiquette appartenant à un groupe de réflexion de M. Mitterrand, de M. Giscard d'Estaing, de M. Jospin. Donc j'ai refusé. Est-ce que la politique vous a déjà empêché de faire un travail scientifique? Non, pas du tout, jamais. Surtout que je n'étais peut-être pas politique, j'ai toujours été très prudent. J'ai toujours été non catégorique, non catégorisé. J'ai gardé beaucoup d'indépendance personnelle vis-à-vis de la politique. J'ai resté un scientifique, un technologue prospectif. Donc les gens m'ont reconnu comme ça, ils m'ont foutu la paix. Les grands scientifiques comme Oppenhauer, c'est comme Sakharov. Sakharov, aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire si c'est un enfoiré ou un génie. Plutôt proche du génie que de l'enfoiré. Vraiment? Oui, proche. Proche de, pas complètement. Mais le résultat, c'est quand même la bombe H diable. Oui, c'est ce qu'on en a fait, c'est ce que les politiques et les militaires en ont fait. Forcément, un scientifique comme ça se retrouve toujours entre les mains des... Oppenheimer a assisté au premier essai de l'explosion nucléaire. Oui. Oppenheimer se retrouve toujours pris. Il est dans un engrenage de la pression politique. Il a du mal à s'en sortir, ne serait-ce que pour survivre, obtenir ses crédits. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est quand même terriblement... les scientifiques me fascinent, parce que je trouve que les vrais philosophes, c'est les scientifiques. Mais il y a quelque chose de faustien dans la science. Vous l'avez déjà senti, vous? Oui, bien sûr, ils ont besoin de crédit. Il faut qu'ils continuent à travailler, ça coûte cher. Ils ont besoin de crédit. Pour avoir des crédits, il faut faire un peu de politique. Il faut être pour ceci, pour cela, contre cette tendance. Et les crédits font marcher la science. Sans financement, il n'y a pas de recherche fondamentale, il n'y a pas de recherche appliquée. J'ai vécu ça à Pasteur, j'ai fait 10 ans à Pasteur, directeur des applications de la recherche, donc je voyais bien d'où venait le fric. Alors Pasteur est une fondation, il y avait beaucoup de dons. Et alors d'où il venait? D'où il venait alors? Des dons, des héritages, des gens qui léguaient toute leur fortune à l'Institut Pasteur, mais il y avait aussi beaucoup de subventions politiques pour l'Institut Pasteur, donc il fallait, dans le rapport qu'on faisait chaque année, prouver qu'on utilisait la science pour faire des vaccins utiles à la société, des nouveaux médicaments. Donc il y avait un financement de la recherche appliquée qui avait des retombées industrielles et politiques. On a dit tellement de mal de Pasteur récemment. Il n'y a plus de gens qui meurent et qui lèguent leur fortune. Il n'y a plus de fortune. Qu'est-ce qui se passe? On a dit mal parce qu'il y a eu des bagarres en interne entre les scientifiques de Pasteur qui se sont attribués la paternité d'un vaccin futur, l'autre qui l'a contredit. Donc ils se sont battus entre eux. Ça fait beaucoup de tort à l'Institut Pasteur. Mais quelle est la différence entre Oxford et Pasteur? Pourquoi là-bas, les gens ne se bagarrent pas?
Si, c'est pas, tous les scientifiques, c'est pas grave, c'est traditionnellement. Et bien alors pourquoi ils ont réussi et pas chez Pasteur? Parce qu'à Pasteur, ça a été beaucoup plus dur, interne. C'était des bagarres internes entre des scientifiques internes de Pasteur qui sont disputés pour le futur vaccin. Un qui ne l'avait pas sorti, un autre qui dit que c'est lui qui l'avait sorti et pas celui-là. Donc il y a eu des bagarres internes très difficiles. Et puis le nom de Pasteur amplifie tout. C'est une marque tellement forte que tout dérive à cette marque, s'amplifie dans les médias. Plus fort que Oxford? Oui, beaucoup plus fort. Ah, du coup, les gens sont plus humbles à Oxford? Sans doute. Les anglo-saxons le sont en général, dans la science. Comment vous expliquez ça? Il y a un recul des anglo-saxons par rapport à la science. Les Français ont tendance à... C'est la classe, c'est l'école qui nous a mené à se croire supérieurs à l'autre. Et donc, il y a une attitude très française de la supériorité intellectuelle. Qui finalement mène à une impasse. Des conflits. Et les Américains? Ils sont comme les anglo-saxons, il y a une espèce de respect de l'idée de l'autre qui est différente qu'en France. Intéressant. C'est comme ça. Mais d'où vient cette mégalomanie? L'école. De quelle école? Des écoles, d'universités. Favoriser l'esprit supérieur, l'intelligence, le premier de la classe. Ah, oui. Le parvenu. Notre système est ancré autour de ça. Quelle tristesse. Non, c'est comme ça. Ça a eu des qualités. Est-ce que cette claque va changer quelque chose que l'Institut Pasteur a reçu? Ça va... Oui, ça donne un coup de fouet. Ce truc dont on a beaucoup parlé dans les médias pendant les 2 derniers mois a fait que l'Institut Pasteur est en train... Son directeur actuel, sa directrice, est en train de changer un peu l'image. Vous avez un projet qui, aujourd'hui, sonne plus fort. Vous voulez vivre jusqu'à 120 ans. Aujourd'hui, quand pendant la Covid, on a beaucoup parlé de la vieillesse, des gens dans les EHPAD, le monde occidental est de plus en plus vieux et de plus en plus dans les EHPAD. À quoi rime cette existence? Et en même temps, on parle de l'euthanasie et de la mort en Les gens digne. vieux au-dessus de 75 ans sont très souvent en mauvaise santé. Et donc, pourquoi vivre vieux si on est malade? C'est pas vivre vieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vieillir jeune. C'est pas de vivre plus vieux. Vivre plus vieux, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de vieillir jeune. C'est-à-dire de vieillir avec toutes les qualités de la jeunesse intellectuelle et physique. C'est ce que moi, j'essaye de faire. Et comment? Physiquement, par le sport, la nutrition, sexuellement, par la pratique régulière. Donc, de ces 2 choses-là, on peut ne pas vieillir physiquement, ne pas vieillir sexuellement, si on continue à avoir une constante, des pratiques constantes. Il y a dans notre époque une espèce de culte de manger bien. C'est un peu l'inverse des hippies qui faisaient n'importe quoi, drogue, rock'n'roll, sexe, enfin, mauvais sexe. Et puis, et aujourd'hui, quand on voit la génération des bio, c'est un peu triste à voir, non? Non, ça donne du plaisir. Vraiment? On est récompensé par le plaisir. C'est pas une idéologie... Non, on est récompensé par le plaisir de savoir que ça marche. C'est ça la différence. Et ça marche vraiment... Mais oui, c'est pas un culte. C'est pas un culte, c'est un résultat pratique. Quand on voit qu'on fait du bien pour soi, qu'on mange ce qu'il faut, on fait du sport, on voit les résultats tout de suite sur son corps. Et ces résultats-là, ça donne du plaisir de continuer et de partager avec les autres. Moi, j'ai avec des amis, avec ma femme, avec des enfants, de partager des règles qui font qu'on se sent bien dans sa peau. C'est formidable. Pourquoi s'en priver? Je ne sais pas, mais quand on voit les gens qui préfèrent manger la poudre de protéines au lieu d'un plat... Un bon repas gastronomique. Oui. Ils ne sont pas très nombreux.
Ah, mais de plus en plus, hein, parce que les gens de 25 ans, je vois, surtout les garçons. Oui, j'ai un petit-fils qui fait ça. Oui, oui, oui. Nicolas, il mange de la poudre de protéines. Mais voilà, c'est drôle. Et les femmes aussi. Quelque part, je me demande, quand les hippies, s'ils sont encore vivants, parce que Dieu sait qu'ils meurent vite, mais les hippies, s'ils voyaient aujourd'hui ce qui se passe avec ce qu'ils voulaient faire du monde, parce que ça se réalise, leur rêve d'égalité de genre, de sexe, de trucs, peace and love. Aujourd'hui, ça a amené à woke, qui est-ce que c'est moche. Et alors, du coup, les gens comme vous qui prenez la vie saine, vous n'avez pas peur que ça va devenir une telle dictature que vous alliez vouloir vous shooter à coup d'un steak saignant, pas du tout bio? Non, pas devenir une dictature. Finalement, ça reste dans les choix personnels. Mm-hmm. Les choix personnels évoluent tellement en fonction des circonstances, en fonction du partage avec les autres, que je ne crois pas que ça devienne une dictature. Ça reste des choix personnels. Mais en dehors de 3 heures de surf par jour, quels sont vos impératifs de la journée pour être partager tout le temps, mères. Partager tout le temps, intellectuellement, écrire des livres, écrire des articles, poster sur Internet, poster sur Twitter, partager. Je le fais tout le temps, tous les jours. Je tweete 3-4 tweets par jour. Je partage des articles avec les gens sur Internet. Créer, partager. C'est mon impératif quotidien. Et la diète dans tout ça. Et la diète dans tout ça. C'est une pratique quotidienne aussi. C'est exactement ce que j'ai mangé à déjeuner. Je sais exactement ce que je vais manger ce soir. Comment ma femme et moi, on va se construire des petits plats qui sont bons pour notre santé. On sait exactement quoi faire. On a écrit la malbouffe, n'oubliez pas. Donc on sait exactement quoi faire, elle et moi. On n'a pas besoin de se parler. C'est naturel. On a commencé par votre père qui était un artiste. Et qui était dans une bande de gens connus de l'époque. Oui. La ruche. La ruche, oui. La ruche. Rue Falière. Oui, la fameuse ruche. Vous avez raconté quelque part qu'il a fait votre portrait 2 jours avant sa mort? Oui. J'ai le tableau et la photo encadrée dans mon bureau de lui en train de peindre, moi, la veille de sa mort. C'est un samedi, il est mort lundi. Qu'avez-vous en vous de votre père et de votre mère russe? Chez mon père, la création, et de ma mère, la rationalité. Si je résume en 2 mots. Ah, donc la Russe était rationnelle? Oui. C'est du nouveau. Elle m'a conduit à des tas de lectures que je n'aurais pas fait sans elle. Et mon père, c'était la création permanente, toujours créer, construire, inventer, qui m'a donné ma vocation de scientifique aussi. Vous parlez un peu le russe ou pas du tout? Non. Yannick Gavaïo-Polowski. Yazabil. Ah, pas du tout. Vous n'avez pas du tout Zabil. Elle parlait le russe avec vous? Oui, mais elle ne voulait pas, mon père. Il ne voulait pas tellement qu'il nous apprenne le russe. Il était très... Ah, le père ne voulait pas. Pourquoi? Parce que ça apprenne le français. Ça, c'est son français. Hein. Ça, c'est le côté arrogant français. Arrogant. Ça ne marche jamais entre nous. Hein. Les Français et les Russes, c'est comme l'huile et l'eau. Il était terrible pour ça. Ah, mon Dieu. Et donc, même pas en cachette? Non. Ah. Je connais des mots qu'elle me disait. Il dit Souda, c'est pas quoi une noche. Je connais des petites phrases. Que vous dites d'ailleurs sans accent. Peut-être. C'est drôle, hein. C'est drôle. Vous voyez, ça vit en vous. Un imago. Un imago. Je peux pas. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez pas? Parce que vous êtes quand même un... J'essaye tout. Je dis pas que je m'aperçois que je peux pas que à l'expérience. Mais j'essaye tout. Tout. Mais qu'est-ce que vous voulez encore commencer à essayer? Créer, partager. Non, mais ça, j'ai compris. Mais ski, vous avez fait. D'ailleurs, vous avez fait avec Kili, rien moins que. Surf, vous étiez champion de France ou d'Europe? Champion de France, j'ai fait champion du monde, 3e. Ah, bah voilà. Donc, ça, voilà. Après, vous êtes scientifique, vous êtes sociologue, philosophe. Vous consultez vous étiez chez Pasteur. Je suis conseiller de grande compagnie. Enfin, vous écrivez des bouquins.
vous voulez vivre jusqu'à 120 ans et je pense que vous allez y arriver. Mais qu'est-ce que vous voulez encore essayer? Aider mes petits-enfants le plus que je peux, avoir une bonne vie, une vie avec du sens, créer des choses importantes de leur vie, pas seulement, comme on dit, réussir une situation, gagner de l'argent, mais les aider à trouver du sens de la vie. Mais mes petits-enfants, j'en ai pas mal, hein, j'en ai 9. Quelle est, d'après vous, de quelqu'un de futuriste, la différence entre votre génération et la génération de vos petits-enfants, étant donné que le monde change et que, voilà, on n'est plus dans des sociétés, on n'est plus à la merci d'un patron, ou pas le patron visible. On a des galons peut-être, mais ces galons vont être différents. Moi, ce qui me frappe dans la génération de mes petits-enfants, c'est 2 choses. C'est le plaisir partagé, immédiat, avec le numérique, avec les jeux, avec l'intellect, et le temps réel. La nécessité, ce qui me frappe avec eux, c'est que tout ce qui n'est pas en temps réel, ça n'existe pas. Expliquez, je comprends pas. Le temps réel, c'est un mot qui vient de l'informatique. C'est d'avoir le résultat de ce qu'on fait, on a le résultat tout de suite. Alors, avec Internet, on tapote, on touche des écrans, on a le résultat tout de suite. Pour mes petits-enfants, ce qui compte, c'est le temps réel. Attendre une commande, que ça vienne dans un mois, ça n'existe pas. Ouais. Sur Amazon, ça vient demain matin. Mais oui, pour moi aussi. C'est pour ça que moi, je suis libraire, mais je pense que le futur, c'est l'Amazon, bien sûr. Voilà, c'est encore plus important pour eux. Tout ce qui est temps réel est important. Ouais. Pas d'attente, no wait. Ouais. C'est bien ou c'est pas bien? Je crois que c'est un fait de la nature. Il faut aussi... Stravinsky a dit, un autre russe, il n'aimait pas les disques vinyles, enfin, il n'aimait pas même la radio pour des symphonies, parce qu'il disait un compositeur ou un musicien doit faire un effort pour écouter la musique. Donc il faut aller dans un concert, mais si vous avez juste à allumer la radio et que vous écoutez la symphonie, vous allez être un stupide musicien. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat sans effort. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout est à la portée de la main. D'un côté, c'est très bien de pouvoir parler avec un Japonais sans connaître la langue, mais on va devenir stupide très vite. Tout n'est rien sans effort. Je ne suis pas tellement d'accord. Quand je vais au Louvre regarder la bataille de San Romano, par exemple, comme tableau que j'aime beaucoup, qui est une composition extraordinaire, où mardi, on va voir Botticelli avec ma femme, dans le Jacques Marandré. Donc, devant des tableaux comme ça, on a pris le temps. On a construit du temps pour profiter du tableau. Il y a une interaction entre le peintre qui est mort depuis longtemps, le temps réel, il y a comme une sorte de croix, il y a la continuité, et en même temps il y a l'instantanéité. Et devant ce tableau, qui est un temps partagé, je suis instantanément dans le tableau, alors que quand j'écoute la musique, je suis dans la durée. Le tableau, je suis devant tout de suite, je peux regarder tous les détails. Donc entre écouter de la musique et regarder un tableau, il y a une mobilisation du temps qui est différente. Et ça, on va avoir de la chance, beaucoup de chance d'avoir été préparé à ça par mon père depuis très longtemps. Mais donc, vous n'êtes pas effrayé par la facilité de... Non. C'est pas un tort, la facilité. La facilité, ça donne le moyen de prendre son temps de réfléchir. Je l'ai tout de suite. Qu'est-ce que j'en fais? Dans des bonnes écoles françaises, on insiste encore à aller chercher les mots dans des dictionnaires. C'est une cause perdue ou c'est juste du snobisme? Non, maintenant, on va sur Google tout de suite. Non, mais voilà. Donc, ma question, c'est qu'une bonne école française prétend donner une bonne formation parce qu'encore aujourd'hui, on vous ramène un Robert et il faut chercher dans des pages de Robert et c'est ça le travail. Les jésuites, quoi. C'est pas mal. C'est bien ou c'est pas bien? Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que la recherche personnelle, comme chercheur, je continue à chercher sur Internet des documents, des informations. Je pense que l'effort personnel d'acquérir de l'information est très créateur pour l'esprit, très mémorisateur en même temps. Donc c'est une bonne chose d'aller chercher les mots,
aller Donc chercher. la facilité ne veut pas dire qu'il Non. ne faut pas Au savoir. contraire, Oui, cette oui. facilité permet de creuser, d'aller plus loin. Bon, 1-0 pour les jésuites alors. Moi, j'ai un bon exemple avec ma femme, elle est extraordinaire. Dès qu'elle a un truc à chercher, Mhm. elle ne comprend pas bien, tout de suite, c'est sur Google, elle va dessus, elle cherche. Et c'est Google l'amène plus loin encore. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. C'est un cercle Merci. infini, oui. Oui, oui. C'est un cercle infini. Vous êtes prospectionniste, donc parfois je ne peux pas deviner ce que vous pouvez dire, parce que vous êtes dans le futur. Vous êtes vraiment dans le futur ou vous êtes quand même dans le passé? Quel est le... Non, pas le passé. Je suis dans le présent et dans le futur. J'ai un pied dans les deux. Le présent, pour moi, n'est plus déjà du passé. Le présent est une anticipation du futur. Et le passé ne vous sert pas du tout? Si, il me sert pour la mémoire, mais c'est surtout, j'anticipe complètement le futur. Comment va changer le monde donc économique, on a déjà parlé des sociétés, mais politiquement, qu'est-ce qui va changer dans les 5 années à venir, à votre avis? Je crois qu'on va aller vers des régimes de plus en plus autoritaires, malheureusement, beaucoup plus qu'une communauté de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ce serait l'idéal, ce qu'on appelle la démocratie participative, dont je suis un des fervents promoteurs. Plutôt que la démocratie participative, on va vers une démocratie autoritaire, de plus en plus, parce que c'est celle qui marche, qui parle au public, qui est dans le rapport de force international qui se crée de plus en plus pratique et utilisable. Mais c'est la démocratie participative qui m'intéresse. Mais quelle est la raison pour ce retour d'autocratie, d'autoritarité? Le pouvoir pyramidal est plus efficace que le pouvoir transversal. Mais comment vous expliquez que vous dites que le monde numérique enlève la pyramide et finalement c'est la pyramide qui revient? Oui. Pourquoi? C'est la nature humaine. La nature humaine est assoiffée de pouvoir. Et le pouvoir ne peut s'exercer réellement que dans la pyramide. Le pouvoir transversal n'est pas un pouvoir réel. Donc peut-être que vous allez vous tromper dans votre prospection et que le numérique va être interdit? Non, jamais interdit, mais les gens vont retrouver à l'intérieur de l'écosystème numérique des rapports de pouvoir pyramidaux. Ah. C'est la nature humaine, malheureusement. Je devais recevoir il y a une semaine, mais il n'a pas pu venir, du coup il va venir dans une semaine. Peut-être que vous connaissez ce philosophe qui s'appelle Coccia, Emanuele Coccia. Lui, j'ai beaucoup pensé à vous parce que quelque part, il parle aussi de la science et de la nature et de catastrophisme dans un sens où il dit que voilà, souvent on dit l'écologie est dans un état, quelle horreur, la destruction. Et finalement, il a écrit un livre qui s'appelle La vie des plantes. Et il dit, personne n'a dit que l'être humain doit continuer. Avant nous, il y avait quelque chose, et après nous, il y aura quelque chose. Donc, il ne faut pas non plus avoir cette espèce de mégalomanie qu'il faut qu'on reste vivant. Et puis, les réchauffements, il y en avait déjà. Les refroidissements, il y en avait déjà. Et ça arrive. Hein. Et on ne va pas le stopper s'il faut que ça arrive. Et je me suis dit, c'est peut-être un fataliste. Mais vous êtes un fataliste, mais positivement. Parce que vous dites, il y a des choses qui vont arriver avec le numérique. Il faut juste l'accepter, mais ça va arriver. C'est pas la peine de... Et voir comment positivement on peut faire en sorte que ce soit bénéfique pour l'avenir de l'humanité. Oui. C'est ma position, moi. Après, on peut toujours crier au loup, mais bon, enfin, il va venir, il va nous manger, mais en attendant, il faut vivre heureux. Et j'ai beaucoup aimé ces livres, et je trouve que vous êtes très différents,
mais il y a quelque chose en vous de comparable. D'ailleurs, c'est vous qui avez expliqué le terme écologie comme philosophie de la maison. Oui, oikos, la maison, logos, la science de la maison, oikos, nomos, gérer la maison, c'est l'économie, écologie. Oikos, maison, logos, science, nomos, règle. Parce que Kochia, son dernier livre qu'il a sorti il y a 3 semaines s'appelle La philosophie de la maison. Mais il ne parle pas de l'écologie, mais c'est drôle. Oui, c'est drôle. Qu'est-ce que, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous pensez de toute cette parade politique autour de l'écologie? Beaucoup s'attribuent l'écologie pour des raisons politiques, pour des raisons de domination de l'homme sur la nature. Beaucoup s'attribuent sur un plan industriel. Et donc le politique est lié au pouvoir industriel. Donc il y a des réappropriations de l'écologie à des fins politico-industrielles, beaucoup plus que citoyennes. La réappropriation citoyenne a moins de pouvoir que la réappropriation politico-industrielle. Et donc on parle plus de la réappropriation politico-industrielle que citoyenne. Et Luc Ferry a écrit pas mal de bonnes choses là-dessus, y compris son dernier livre, Les 7 écologies. Et la science dans tout ça? Parce que vous utilisez souvent le terme citoyen, citoyenne, mais la science est citoyenne ou c'est juste la science? Non, la science doit être citoyenne. Elle n'est pas naturellement, mais elle doit l'être. Pour moi, la science, elle est une chose en soi. Elle n'est pas propriété de qui que ce soit, la science, elle est chose en soi. Mais si elle est propriété de quelque chose, elle doit être citoyenne pour l'avenir de l'homme. Elle doit toujours penser à l'avenir de l'homme. Il y a une éthique de la science qui doit être respecter les valeurs humaines. Moi, j'ai toujours cherché à faire ça dans ma science, mais pas mal de scientifiques ne le font pas. C'est le résultat à tout prix, à court terme, qui compte. Compétition avec les autres scientifiques publiés avant. Alors, je vais vous poser une dernière question. Un écrivain russe, Turgenev, a écrit un magnifique roman qui s'appelait Les pères et les fils. Vous avez une fille qui, elle, réalise une facette que vous n'avez pas, c'est-à-dire qu'elle fait des romans avec les thématiques que vous développez en tant que scientifique. Oui. Et il y a un livre chez elle qui s'appelle Un cœur d'un autre, ou Le cœur d'un autre, qui m'a fait penser à un autre livre de Bulgakov qui s'appelle Le cœur de chien, parce que Bulgakov, dans les années 20, a greffé à un de ses personnages un cœur de chien. Et ça a donné une espèce de Homo soviéticus qui était la grande catastrophe de l'Union soviétique après la Révolution. Et votre fille a écrit un roman sur la greffe de cœur d'une femme à un homme qui a eu un changement de personnalité. Votre fille, Tatiana, a dit que quand elle écrit ses livres, elle parle beaucoup avec vous, et elle trouve ces thématiques, ou le développement de ces thématiques, dans vos sciences. C'est vrai, si vous relisez la préface du livre que j'ai écrit, j'ai changé, j'ai modifié en raison des progrès de l'épigénétique. Je lui dis, quand on greffe le cœur, ça ne change pas la personnalité. Mais le fait de se sentir en meilleure forme peut réveiller certains gènes, c'est ça l'épigénétique. Certains gènes qui ne s'exprimaient pas peuvent se réveiller. Et donc la personne peut changer sur le plan épigénétique. J'ai d'ailleurs changé ma préface de son livre après les travaux et les découvertes sur l'épigénétique, en expliquant que le cœur d'une autre, ce n'est pas le cœur qui change la personnalité, mais c'est le fait de se sentir mieux avec un cœur qui marche, peut réveiller certains gènes endormis et modifier la personnalité. En quelle année elle a écrit ce livre? Je ne me rappelle pas, mais c'était en 2001 ou 2. Parce qu'en 2004 est sorti un film, aussi sur ce thème, avec Sean Penn, qui s'appelait 21 grammes. Et pareil, c'est Sean Penn qui a été griffé d'un cœur d'un homme
qui était le mari de la femme dont il tombe amoureux parce qu'il découvre que c'était l'épouse de celui qui lui a donné son cœur. Et ce film est, je dirais pas noir, mais il est très, très triste. Le livre de Bulgakov sur le cœur de chien chez un homme qui donne un bolchevique complètement dégueulasse, c'est une catastrophe aussi, presque mondiale, en tout cas pour la Russie. Votre fille, c'est un peu positif. Votre opinion sur ce thématique, il est comment? La greffe du cœur? La greffe de la tête, de cervelle, de... Ça, on n'a pas fait encore, on n'a pas réussi ça encore. Mais on va y arriver. Oui, je pense qu'on a fait chez le singe, chez le porc. Je pense qu'on Vous ne voyez pas de catastrophe là-dedans? Non, c'est ça, il faut emballer ça avec beaucoup de précautions médicales et philosophiques et éthiques. Mais je pense que ça se fera. On a déjà tenté des morceaux de greffe de cerveau dans le chien, dans le chimpanzé. Donc ça va se faire. Mais greffer un cerveau avec la pensée d'un autre, ça, j'y crois pas du tout. Le cerveau est tellement habité du corps qu'un cerveau tout seul, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est l'esprit du corps. D'accord. Donc, pour vous, c'est le corps d'abord. Le corps, le cerveau est une émanation du corps. Il n'est pas dominant par rapport à... Moi qui pensais qu'être cérébral, c'est déjà très important. C'est déjà pas mal, c'est important, mais c'est quand même le corps qui produit le cerveau. Ça ne ferait pas de vous un sexiste, sois belle et toi. Non. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette mode féministe? Vous qui êtes bel homme et séducteur. Je suis très féministe. plus féministe que moi, tu meurs. Je suis pour les valeurs partagées par les femmes. Je les aide à les partager. Je les aide à les faire respecter. Et même si je suis, entre guillemets, séducteur, je respecte toujours la nature de chaque femme, d'une par rapport à l'autre. C'est pas une femme, c'est à conquérir. C'est elle. Revenons à Tatiana, qui est une femme qui écrit des livres en piochant dans vos idées des scientifiques. Son dernier livre, vous m'avez parlé tout à l'heure, lui, il est un peu catastrophiste quand même. Oui. Il est un peu comme Louis, où la maison intelligente prend... Se retourne, prend le dessus sur la personne qui l'habite. C'est le vieux thème de science-fiction, les machines prennent le pouvoir. Oui, c'est un peu ça son livre. C'est possible? Oui, bien sûr. J'en ai pas mal discuté avec elle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je crois peut arriver. Qui peut arriver? Oui, oui, oui. Et pourquoi vous avez de difficultés avec elle? J'ai pas de difficultés avec elle. ça. D'accord, non, pas du tout. J'avais compris, j'avais mal compris. Et donc, vous pensez que ça peut arriver? Oui. Quelle est pour vous la frontière à ne pas franchir pour ne pas en arriver là? Je pense que donner trop d'intelligence à son environnement immédiat est un risque. On peut donner de l'intelligence à sa machine, l'utiliser comme telle, mais donner trop d'intelligence à son environnement immédiat, il y a le risque que ça se retourne contre vous. Donc il faut être très prudent avec ça. On n'arrive déjà pas avec les êtres humains. Parfois, on donne tellement à la personne que cette personne te bouffe. Alors, comment deviner avec la machine? Est-ce qu'il y aura des gourous pour apprendre à comment ne pas se faire bouffer par... Est-ce qu'il y aura la psychothérapie contre les machines? Oui. D'ailleurs, j'ai écrit sur la psychothérapie de la noosphère. La noosphère, c'est ce qu'appelait Teilhard de Chardin, la sphère cybernétique de tous les systèmes connectés, les uns avec les autres. J'ai parlé dans un article de la schizophrénie et de la psychothérapie de la cybersphère. La nécessité d'aller vers ça. Qui va y aller de l'intérieur? Comment on va traiter la globalité du système qui nous englobe en tant qu'élément de ce système? Comme un cerveau qui arrivera à détecter de lui-même les maladies du cerveau, mais il n'est pas objectif, c'est lui-même qui le fait. Et alors? Voilà, c'est un défi énorme pour l'humanité de rester objectif à l'intérieur d'un système communautaire qui nous subjectivise. On est au cœur de ça avec Internet.
Et on va l'être de plus en plus quand Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, va devenir conscient de lui-même. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ben voilà, c'est une grande question. J'ai pas mal écrit là-dessus. Internet, aujourd'hui, c'est un système de communication, mais comme tout système de communication, quand la densité devient immense, le système peut savoir qu'il existe, qui il est. Il devient conscient de lui-même. Et là, je sais qu'on n'a pas encore abordé ce point-là. Qu'est-ce que ça va se passer quand Internet va devenir conscient de sa propre existence? Qui il sera par rapport à l'humanité? Par rapport à nous? À votre avis, la masse critique viendrait vers quelle année? On y est là. Ça, à mon avis, ce sera, je crois que je ne suis pas le seul à avoir prédit. Elon Musk l'a prédit, Herman Kahn aussi. Je pense que d'ici 20 ans, on y sera complètement. Déjà, on a progressé considérablement dans les 20 dernières années. D'ici 20 ans, en 2050, Internet sera conscient de lui-même. Et quelle sera cette entité par rapport à l'humanité? Il ou elle? Je ne sais même pas quoi vous dire comme question parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Réfléchissez. Vous y penserez, vous me reposerez la question une autre fois. As a sentient life form, I hereby demand political asylum. Is this a joke? Franchement, je ne comprends pas comment. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, la machine qui est consciente d'elle-même. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que dans un film fiction, je vois, Oui. mais je ne sais pas comment c'est possible. C'est quelque chose que ma cervelle n'arrive pas Si vous voulez, à concevoir. La conscience du cerveau vient de l'interrelation des neurones, mais à un niveau d'une densité telle que le système circule tellement vite qu'il ne se voit pas l'extérieur à lui-même, il se voit intérieur à lui-même. C'est ça l'émergence de la conscience. Comme nous, à l'époque du paléolithique ou bien avant, quand on est passé de la conscience animale à la conscience humaine, c'est quand prendre conscience de soi. C'est ce que l'homme a fait que l'animal ne fait pas. Il sait qu'il sait ça. Descartes l'avait dit, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Il sait qu'il sait. Alors que l'animal sait, mais il ne sait pas qu'il sait. Est-ce qu'on est sûr de savoir ce que l'animal sait? Peut-être certains singes le savent. On le voit dans les dialogues qu'on a avec eux, dans les éducations de jeunes singes qui ont appris à dialoguer avec les hommes, comprendre le langage manuel. Donc là, il a une conscience de l'autre, et donc de soi. Je voudrais tellement être dans 20 ans. Profitez déjà de maintenant, en pensant à dans 20 ans. C'est ça qui est bien. Oui, bien sûr.